Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le gouvernement américain invite les autorités haïtiennes à publier moins de décrets et à faire confirmer ceux qui ont déjà été pris par le Parlement quand il sera fonctionnel. 7 des 9 membres du nouveau Conseil électoral provisoire ont déjà été désignés par les divers secteurs de la société. Le ministre haïtien des Affaires étrangères, M. Claude Joseph, se réjouit de l'appui de l'ambassade des États-Unis au processus électoral. Plusieurs individus qui seraient membres du gang 400 Marozo ont été arrêtés et de nombreuses armes à feu ont été saisies par la police. C'est le bilan de l'opération Terminator 1 lancée par la PNH. Les recherches en vue de retrouver des disparus se poursuivent au lendemain du passage de la tempête tropicale Laura sur Haïti. Pas moins de 5 corps ont été découverts lundi et mardi entre les communes de Tabar et de Cité-Soleil. Selon le coordonnateur de ces recherches, Junior Michel, le corps du jeune médecin emporté par les eaux a été retrouvé. Sous demande famille, de là étant, de hier matin, nous sommes mobilisés environ 5 h du matin. Nous sommes mobilisés protection civile Tabar, protection civile Delma, structure pompier, structure brigadier. Et nous avons commencé une recherche avec ensemble des principes recherche et sauvetage. Par contre, hier matin, nous avons commencé une recherche visuelle sur tout parcours côté événement dérivé. Nous avons dressé une caricature, nous avons commencé à regarder. Mais après 2-3 montées descendre, nous avons proposé vers midi, vers 2 heures, nous recommencé encore. Nous avons élargi le cadre là. Maintenant, élargi le cadre là, nous avons venu retrouver et petit bébé et en dedans, presque en face BLTS, mais c'est au fond. Nous avons monté descendre. Comme hier, ici, il y a tellement de l'eau, nous ne sommes pas capables de voir si un cadavre là. Mais nous sommes dans la cour, pendant que l'eau a commencé à baisser, nous avons sauté dehors, nous avons dit un cadavre dans la cour. Et puis, l'un des venus, nous avons relé et famille. Et puis, le docteur Vincent venu, effectivement, il y a une robe qui était ce matin. Nous avons retrouvé entre 4 à 5 autres corps, de hier à aujourd'hui. Parce que plus 2 corps divisés, c'est des jeunes garçons. Un corps, un petit monde qui mourent, nous venons de mourir dans le bassin. Et puis ensuite, Borita, Bolok Beza, nous venons encore. Et un corps qui aurait découvert là encore. Dans ce sens, chaque monde dit nous découvrir. Oui, environ des tabacs, du vivier parti, ça y est, c'était sur lesquels mais nous devons regarder parce que nous connaissons suite à de l'eau qui sortit. Côté de sortir, il passe là, il tombe dans la rivière grise, nous disons c'est sûr et certain, il doit apporter à l'embarras. Donc pour tabac, nous jouons comme ça, plus qu'on l'autre corps. 2 corps, plus environ 5 à 6 corps. Et au total, pour tabac. Les États-Unis invitent les autorités haïtiennes à publier moins de décrets et à faire confirmer ceux qui ont déjà été pris par le Parlement quand il sera fonctionnel. Dans un message publié sur le compte Twitter de l'ambassade des États-Unis en Haïti, les autorités américaines invitent les responsables haïtiens à se concentrer sur des questions de vie, de santé et de sécurité jusqu'au rétablissement du Parlement. Le ministre haïtien des Affaires étrangères, M. Claude Joseph, se réjouit de l'appui de l'ambassade des États-Unis au processus électoral. Le chancelier a fait remarquer que le chef de l'État s'évertue depuis plusieurs semaines à former le Conseil électoral provisoire. 7 membres sur 9 ont déjà été désignés par les divers secteurs de la société. Les États-Unis partagent avec nous l'idée d'organiser les élections le plus rapidement possible, a dit le ministre Joseph, rappelant que la démarche consiste à former le CEP, ensuite promulguer un décret pour déterminer le calendrier et les activités électorales.
La présidente du parti Fusion des sociaux-démocrates progressistes continue de rappeler que le mandat du président Jovenel Moïse prendra fin le 7 février 2021. Madame Bozil a fait savoir que la démarche du président visant à constituer un nouveau conseil électoral provisoire n'aboutira pas. Elle a fait remarquer que le chef de l'État a commis de nombreuses fautes graves depuis son arrivée au pouvoir. Le président Jovenel Moïse a pris de mauvaises habitudes qui font courir des risques énormes à notre pays. Notamment, il abreuve en permanence le peuple haïtien de fausses promesses. Il prend de dangereuses libertés avec la Constitution et avec les lois de la République. Un président démocrate et responsable n'a pas le droit de faire ces choses-là. Les fausses promesses et les mensonges d'État ne peuvent que nuire à la crédibilité de la fonction présidentielle. Électricité 24/24, de l'argent dans nos poches, de la nourriture dans nos assiettes, la sécurité, la lutte contre la corruption, un téléphérique entre la ville du Cap et la citadelle, une mairie moderne pour cette ville. Autant de mensonges qui font que le président n'a pas osé se rendre au Cap haïtien pour marquer le 350e anniversaire de la fondation de la ville. Les Capoises et les Capois l'auraient certainement conspué, chahuté et chassé de leur fière cité. La liste des promesses non tenues est longue, mais nous voulons aujourd'hui insister davantage sur les multiples violations de la Constitution dont s'est rendu coupable le président. Élections multiples non tenues, promulgation de décrets inconstitutionnels, volonté de toucher à la Constitution, tentative de constituer un conseil électoral provisoire en violation des prescrits constitutionnels, attaque contre les syndicalistes, persécution politique d'opposants, tolérance envers les gangs armés et la corruption, prétention de prolonger le mandat présidentiel. L'article 150 de la Constitution est formel. Le président n'a d'autre pouvoir que ceux que lui attribue la Constitution. L'article 136 lui impose le devoir de veiller au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Depuis son accession à la tête de l'État, il s'est évertué à violer systématiquement la charte fondamentale, base du fonctionnement démocratique de l'État. Des banques commerciales sont pénalisées par la BRH pour non-respect de la régulation de la Banque centrale. Le gouvernement de la Banque de la République d'Haïti, Jean Baden-Dubois, a confirmé la nouvelle ce mercredi lors d'une conférence de presse au local de la banque. Affirmant que les raisons des pénalités sont différentes pour chacune des banques, M. Dubois n'a pas voulu révéler la nature de ces raisons. Mais il faut comprendre que les banques centrales sont régulateurs et que les banques, les maisons de transfert, les agents de change et maintenant les microfinances, okay, c'est des régulés que oui. Et réguler gain des devoirs tout. Il y a des devoirs pour soumettre aux régulations de banque centrale. De même que le régulateur là, lui-même tout, il a des devoirs et il est obligé d'assurer que les dispositions réglementaires que les dictés respectent. Et quand nous rendons compte justement qu'en institution pas respecter les régulations, parce que nous faisons des inspections, nous faisons deux types d'inspections. Nous faisons une inspection sur place, c'est l'inspecteur nous déplacé, il y a dans l'institution financière là. Nous avons une inspection sur pièce, son inspection continue, c'est-à-dire que c'est un rapport que la banque voyez. Et si nous remarquons que il y a des régulations, que ce soit par rapport à fonds propres ou bien par rapport à, on a parlé de change, par rapport à position de change, etc., ou bien liquidité, oui, à ce moment-là, s'il n'a pas respecté, il y a pénalisé. En fait, il y a deux banques qui prennent pénalité pour des raisons différentes. Il y en a dans c'est Unibank, que nous pénalisons pour 865,4 millions de gouttes.
et on l'autre banque, Capital Bank, que nous pénalisons pour à peu près 4 millions de gouttes, à peu près 3,4 3,9 millions de gouttes. Nous pénalisons en fait presque toutes les banques passent en pénalité déjà dans le coût de Banque centrale. Non, il n'y a pas aucun impact sur le client puisque c'est en question de respect de normes ou bien de régulation édictées par la Banque centrale. Et certainement, toute institution qui est régulée par la Banque centrale, connaît que la Banque centrale les met en régulation, sous pas respecter lui, gain des conséquences et des pénalités qui arrivent sous lui. L'opération policière Terminator 1, lancée récemment par la police nationale, continue de donner de bons résultats. Selon ce qu'a fait savoir le porte-parole adjoint de l'institution, Gary Desrosiers, plusieurs individus qui seraient membres du gang 400 Marozo ont été arrêtés et de nombreuses armes à feu ont été saisies par la police. Il y a une cinquantaine de monde qui sont déjà arrêtés. Et au niveau département de l'Ouest et l'autre côté, il y a 7 véhicules qui sont confisqués, il y a 5 chaloupes qui sont saisies, il y a 26 armes qui sont confisquées, il y a 228 396 cartouches de tout calibre qui sont saisies, il y a 1324 kg 245 millièmes de marijuana. Il y a 25 présumés bandits qui à la recherche. Il y a tout 4 présumés bandits qui stoppés au niveau Port-au-Prince par la police lors du champ de tir. Il y a 2 présumés qui stoppés sous l'aéroport au niveau d'Elma. DCPJ arrêté. Bois droite T Junior qui c'est chef gang La Saline. Grélé Mackinson Michel. Et j'en nous dis, c'est bois droite, monsieur. Et vrai nom T Junior, c'est Serge Renel ou Serge Junior. Et ça fait que les T Junior. Monsieur tout l'activement recherché. Il était en possession d'un pistolet de calibre 9 mm et reproché monsieur tout pour implication dans massacre qui était fait dans la zone La Saline en novembre 2018. Mackinson Michel, bois droite T Junior, chef de gang qui a recherché dans le cas d'affaire ça. Le 17 août 2020, DCPJ arrêté à Clercine, boulevard Toussaint Louverture, policier Casimir Charion pour implication présumée dans actes assassinat, tentative d'assassinat, incendie criminel, parce qu'il y a plusieurs véhicules qui dans mairie tabac qui incendiés et pour acte de vandalisme. Il y a tout l'autre 2 policiers tout qui arrêté tout dans le cadre homicide. C'est policier Billy Métil, policier Canol Marcelin. Pour le moment, il y a un isolement au niveau de l'inspection générale, mais DCPJ est interpellé pour implication présumée dans la mort policier Hubert Mantou. N'a pas rappelé, ça est arrivé dans la zone sans fil. La Direction nationale d'eau potable et d'assainissement d'INEPA entend améliorer ses services de distribution. L'annonce en a été faite par le directeur général de la DINEPA, Guito Edouard. Une augmentation de la production ou une réalimentation sera constatée dans les prochains mois dans plusieurs zones de la capitale et notamment à Vivi-Michel, Frères, Tabar et Pernier. 4 millions d'habitants seront bénéficiaires d'un projet financé par la Banque interaméricaine de développement, la BID, à hauteur de 65 millions de dollars sur une période de 5 ans, précise le numéro 1 de l'institution. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. La Direction nationale d'eau potable et d'assainissement veut enfin jouer son rôle. À travers un programme approuvé par le conseil d'administration de la Banque interaméricaine de développement à Washington, l'institution entend améliorer la distribution de l'eau dans plusieurs zones de la capitale. Guito Edouard, directeur général de la DINEPA, a un plan, son nom de code, Port-au-Prince 3. Dans les prochains mois, Moun Vivi Michel, Saute Vivi Michel, Passé Publin, Tombé Djumbala,
continuer sur route frère, virer Vivi Michel, bon commissariat, et puis pour aller monter dans le réservoir là, tout travaux ça va le faire, tout le monde ça va gagner de l'eau. Et Jean Di n'est pas toujours fait selon les règles de l'art, technique et procédural, eh bien, travaux ça va le faire. Ce projet financé par la BID à hauteur de 65 millions de dollars doit s'étaler sur une période de 5 ans, soit de 2017 à 2022. Entre décembre 2018 et décembre 2019, plus de 4 millions de dollars ont été décaissés, puis 17 millions après, soit 26,57% au total. 47 millions de dollars sont encore en attente. Les montants déjà débloqués permettront une augmentation de la production ou une réalimentation, poursuit M. Edouard. Le plus gros du boulot est déjà réalisé avec forage que nous gagnons dans Noailles, quoi des bouquets, qui passent en bas rivière grise à travers un tunnel, eh bien, qui tombait au niveau de Pernier, qui rivait dans le Trabar 68 pour tomber dans le réservoir qui a 90% d'achèvement. Gros moment tuyau passé, ça veut dire que toute zone ça yo va louer dans jour cap vini yo, eh bien toute zone ça yo va bénéficier ou bien de augmentation de la production ou bien de réalimentation de zone ça yo. Une troisième demande de fonds a été soumise à la BID il y a un mois en vue de poursuivre notamment les travaux de construction des réservoirs et d'installation de centaines de postes de lavage des mains. 4 millions d'Haïtiens devraient bénéficier de ce programme qui vise également les sections communales du département de l'Ouest, explique son coordonnateur Michel Joens Martial. Traitement à bon temps et réponse à bon temps tout. Il faut que toute bagaille conforme aux politiques de la banque pour que justement nous capables de recevoir une troisième avance de fonds que nous avons demandé banque déjà depuis un mois. Donc, pour moi, aller dans le même sens avec DGA, relation de confiance, nous-mêmes dans la population, faire dîner pas confiance, crédit ça, que relation avec banque là, c'est lui-même qui aide nous à réaliser tout ça qu'a fait dans dîner pas actuellement, que c'est dans Port-au-Prince, que c'est dans le Nord, relation de confiance ça fait nous crédit, nous-mêmes nous pas craser. Parce que à 96% et plus, nous dépendons de financement bailleurs de fonds, notamment la BID. À travers un nouveau programme baptisé Travaux prioritaires de renforcement de la production d'eau dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment Port-au-Prince 3, la DINEPA entend améliorer ses services de distribution d'eau potable et d'assainissement, selon le directeur général de cette institution, Guito Edouard. Soulignant toutefois que la disponibilité de l'eau dans les institutions scolaires, que ce soit dans la sphère publique ou privée, demeure un sujet de grande préoccupation pour les directeurs d'école qui sont tenus de respecter dans le protocole sanitaire élaboré par le ministère de l'Éducation nationale le lavage des mains. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour TD Métropole. La protection de l'enfance revêt une importance capitale en toutes circonstances, y compris en temps de coronavirus, selon les spécialistes de la World Vision. Après la reprise des activités scolaires, une équipe de métropole a constaté que certains établissements scolaires de la région métropolitaine de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien n'ont pas respecté le protocole, tandis que d'autres essaient de le suivre à la lettre. Interrogés par Métropole, Fedora, Louis et Villers, petits frères, rappellent l'accompagnement de la World Vision à cet effet et promettent d'agir en conséquence. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. La protection de l'enfance fait référence à la prévention et à la réponse face aux situations d'abus, de violence, d'exploitation, de négligence dont sont victimes les enfants. Protéger les enfants, c'est lutter pour le respect de leurs droits. Déjà, il y a quelques semaines depuis que les établissements scolaires ont réouvert leurs portes pour accueillir les enfants après 4 mois de fermeture pour cause de Covid-19 sur Haïti. Mais en cette période de crise sanitaire, s'il faut parler de la protection de l'enfance, la charge devient encore plus lourde que cela devrait l'être en temps normal.
Et ce sont les spécialistes en protection de l'enfance au sein de l'organisation World Vision Haïti, Fedora Pierre-Louis et Verline Petit-Frère qui en parlent. Les données qui résultent de précédentes études liées aux conséquences d'une épidémie ou bien aux conséquences d'une crise montrent que, en temps de crise, les risques de protection augmentent. Donc, les cas de maltraitance physique, maltraitance émotionnelle, maltraitance sexuelle, les cas de violence basée sur le genre et les cas de risques liés à la santé mentale ou bien à la santé psychosociale des enfants augmentent. Donc, les structures de protection de l'enfant en Haïti sont déjà très faibles. Et avec le COVID-19, ces structures-là deviennent encore plus vulnérables. 85% des enfants en Haïti sont victimes de châtiments corporels. En 2015, des organisations internationales et l'État haïtien ont conduit aussi une recherche portant sur la domesticité des enfants en Haïti. Plus de 200 000 enfants, selon les résultats de cette étude, sont en situation de travail domestique et ceci dans des conditions inacceptables de travail. Dans les établissements scolaires, avec la quantité d'enfants qu'on doit recevoir par jour, le niveau de la logistique à mettre en place, le bien-être de l'enfant à surveiller, la transmission du savoir à assurer, il semble que la tâche devient plus ardue. Pourtant, le responsable du collège 4 Pressoir, le professeur Guy Etienne, parvient malgré tout à assumer ses responsabilités et à répondre aux exigences de l'heure en appliquant les consignes et les gestes barrières édictés par les autorités sanitaires dans le cadre de la protection des écoliers et des écolières. En termes de distance physique, c'est un gros problème pour le moment, quoique pour nous, on n'a pas de problème vu la dimension de nos salles de classe et vu les effectifs que nous n'avons pas de problème de distance, sauf que respecter 4 mètres carrés par élève, ça peut être extrêmement difficile, ça je l'avoue. Donc nous sommes en train de préférence d'apprendre aux enfants à prendre le maximum de précautions et pour pouvoir vivre avec cette pandémie-là et se protéger au maximum. Élèves en classe de 9e année fondamentale au collège 4 Pressoir, Carl Ancia Théodate et Rebecca Gallon sont conscientes des précautions à prendre pour se protéger et protéger leurs camarades du danger qui les guette en cette période de pandémie de COVID-19. Tout en se rendant disponibles pour recevoir le pain de l'instruction, les deux écolières parlent de leurs expériences à l'école. Là, il y a les récréations, on prend nos distances parce qu'il le faut. Avec le coronavirus, on ne peut pas se permettre de s'infecter et d'infecter les autres aussi, parce qu'il faut se protéger, mais surtout protéger les autres. Dans les salles de classe, nous sommes espacés des 2 sacs, chaque élève place les 2 sacs au milieu, et nous portons le masque. Pour ceux qui sont asthmatiques, qui ne peuvent pas respirer, on leur accorde quelques minutes sur le balcon pour enlever leur masque et respirer un peu. Et même si vous n'êtes pas asthmatique, dès que vous ne supportez pas le masque, on vous donne la permission de sortir pour respirer un peu. À part ça, sur la cour de récréation, on s'entend très bien, tous les élèves sont contents. Comme si on vit, on partage toujours les mêmes émotions, mais un peu à distance. Mais la situation semble différente d'un établissement scolaire à l'autre ou d'une région à l'autre. C'est le cas pour le lycée national Philippe Guerrier, une école située au Cap-Haïtien. Selon le directeur de cette institution scolaire, même s'il y a beaucoup de mesures à prendre pour protéger les enfants d'une potentielle propagation liée à la pandémie de coronavirus, l'effectif d'élèves que reçoit ce lycée par salle de classe constitue une épine dans la chair des responsables qui se battent, en dépit de tout, pour faire respecter les mesures sanitaires à l'intérieur de cet établissement scolaire. Parce que l'on considère les salles de classe lycée national Philippe Guerrier qui sont assez grandes, mais c'est des salles de classe qui gagnent environ 90-100 élèves. Donc là, nous venons diviser les salles de classe en 2. Ça veut dire qu'il y a bien des salles de classe qui gagnent 45 élèves, des salles de classe qui gagnent 50 élèves, qui nous fait par rotation, et que nous exigeons tout le monde qui est capable de porter masse. Il n'est pas lui-même, l'idée permet que nous bénéficions de châteaux d'eau que nous disposons dans la cour de l'école là, pour que nous soyons capables de laver meilleur pendant que nous entré. Et là, on a une période de création pour être capable de continuer à faire ça. Donc, je pense que mesure ça, depuis les bien respectés, ça est capable d'aider les gens à protéger tête contre le coronavirus. Tous les enfants n'ont pas la même chance d'aller à l'école. Le droit à l'éducation est une utopie dans plusieurs endroits dans le pays. Parfois, la plupart des enfants qui arrivent à peine à s'y rendre évoluent dans un environnement ne répondant pas aux normes basiques du fonctionnement d'un établissement scolaire.
Quand ce n'est pas par la négligence des autorités concernées, c'est l'inaction ou l'ignorance de leurs parents qui sont à la base de telles négligences. Faut-il bien continuer à accompagner les citoyens pour leur apprendre à connaître les droits et les devoirs des enfants dans le pays? Dans le cadre de la protection de l'enfant dans un temps de pandémie, il faut nécessairement être beaucoup plus véatif pour s'assurer que l'environnement de l'enfant, c'est un environnement protecteur. Il faut être aussi très bienveillant par rapport à toutes ces expositions de risques qui existent. L'enfant qui reste seul pendant que les parents vont travailler, l'enfant qui n'est pas capable de jouer avec ses amis, l'enfant qui n'est pas capable d'aller à l'école. Donc c'est extrêmement important avec ces nouveaux facteurs de stress de voir comment est-ce que nous pouvons redoubler d'efforts et faire primer le bien-être des enfants au-delà de toutes les autres mesures de prévention. Et c'est pourquoi les acteurs de protection de l'enfance en situation d'urgence mettent sur pied généralement des programmes spécifiques en vue de répondre aux besoins des enfants en situation d'urgence. C'est évident, l'enfant constitue la pierre angulaire du développement de toute nation. Toute société qui se respecte devrait travailler pour s'assurer de la protection de cet être sensible et fragile qui symbolise l'avenir du monde. Mais en Haïti, à constater la disparité et toutes les situations que vivent les enfants, on est en droit de dire que ce n'est pas demain qu'on verra le bout du tunnel. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.